Bien. Bonjour, bonjour, bienvenue à la Cinémathèque, ravi de vous accueillir pour cette rétrospective des films de et avec Jean-François Stévenin, à la fois le cinéaste, l'acteur et l'acteur-cinéaste, puisque vous le savez ou vous le découvrez dans les 3 films qu'il a réalisés, Passe-Montagne en 78, Double Messieurs 86 et Mishka en 2002, et bien à chaque fois, bien évidemment, il met en scène le film et il joue dedans. Et ça comptait beaucoup pour lui. Bref, on reviendra évidemment sur tout cela, mais je dois dire qu'on a ouvert mercredi soir avec la projection de son premier long métrage réalisé, Passe-Montagne, donc certains l'ont découvert, d'autres l'ont redécouvert. Je dois dire, je disais à Yann Dedé, le monteur du film, je disais, j'ai eu le sentiment, moi compris, que tout le monde a regardé le film la bouche ouverte. Donc vous nous direz, après Double Messieurs, lorsqu'on aura la discussion entre nous et avec vous, quel effet ça vous fait, Double Messieurs. Généralement, le cinéma signé Stévenin, ça fait de l'effet, c'est un alcool un peu fort, mais c'est roboratif. Voilà, donc pour parler de l'acteur-cinéaste, j'aurai le grand plaisir avec moi, à la suite de Double Messieurs, d'avoir 3 personnes qui ont bien connu Stévenin, 3 personnes qui ont travaillé avec lui, l'ont approché ou parfois l'ont aidé à travailler. Ces 3 personnes, ça sera Bruno Nuiten, directeur de la photographie. Alors je ne vais pas égrener la filmographie, mais enfin ça va de Zulawski à Marguerite Duras, en passant par Téchiné ou Claude Miller. Et au milieu des années 80, quand ce film a réussi à décoller, enfin Double Messieurs, il allait, lui, peu de temps après, réaliser son premier long métrage, Camille Claudel. À ses côtés, il y aura Jackie Berroyer, que vous connaissez bien sûr par la télévision, mais qui est écrivain, scénariste, dialoguiste, acteur, j'ai presque envie de dire performeur. Et puis, évidemment, Yann Dedé, l'ami au long cours, l'âme sœur, l'âme frère, enfin celui qui a été de beaucoup des aventures de Stévenin, qui a monté Passe-Montagne, qui a évidemment monté Double Messieurs. D'ailleurs, à la suite de la discussion, Yann Dedé sera à la librairie de la Cinémathèque et il pourra vous signer, entre autres, son livre qui était paru chez POL, qui s'appelle Le point de vue du lapin, et qui est le récit, après coup, de ce que fut le tournage et la gestation de Passe-Montagne. Il pourra signer aussi Silésie, qui est un journal de bord sur un tournage raconté par Stévenin et préfacé par Yann Dedé. Et puis il pourra aussi vous dédicacer son dernier livre en date chez POL et que j'ai hâte de lire, et consacré à Maurice Pialat. Voilà, tout ça, ça sera après le film. Qui voit Double Messieurs pour la première fois? Moi, un bon quart. Allez, voilà. Et je vous souhaite une bonne projection et j'espère qu'on se retrouve après avec les 3 invités et qu'on discute ensemble de ce qu'on vient de voir. Bonne projection. Bienvenue. Installez-vous comme vous voulez. On va se mettre en bord de scène, ce sera plus simple. On va s'asseoir et comme ça on sera plus proche de vous. Voilà. Vous avez vu ou revu Passe-Montagne. Je m'en suis pas remis. Vous avez vu ou revu Double Messieurs. Alors, en fait, à chaque fois que je vois un film et que les personnes qui y ont participé sont présentes, j'ai toujours envie de leur demander, puisque vous avez la chance que vous revoyez le film les uns et les autres, peut-être une chose qui vous a frappé, que vous aviez complètement oublié, un plan, un détail, un personnage, quelque chose que... Alors Yann, il connaît le film par cœur, mais enfin il le revoit aussi à chaque fois. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont vous auriez envie de parler, peut-être d'emblée, qui vous a sauté aux yeux ou aux oreilles? J'ai compris pourquoi on avait regardé finalement Passe-Montagne la bouche ouverte la dernière fois, parce qu'en fait, je pense qu'on a peur de respirer pendant le film, de peur qu'on rate un truc. On se dit, si je me relâche, je ne vais pas bien comprendre ce qui s'est dit là, je ne vais pas bien voir... Donc en fait, on est quand même en état d'alerte, et je voulais savoir, voilà, si vous aviez ressenti ça, ou si vous aviez envie de dire quelque chose d'emblée.
Moi, c'est pas cet ordre-là, mais c'est parce que je suis toujours associé au scénario dans les revues, dans la presse et tout ça. C'est parce que quelqu'un l'a dit une fois, et puis. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé avec Jean-François. Et d'ailleurs, en fait, ça se passait un peu comme avec Piala, quoi. On travaillait avec lui, mais on tourne autour des choses, on l'accompagne. C'est ce qui s'est passé avec Bruno aussi. Bruno, à un moment, a dit ces choses-là traînent un peu trop. Allez, il faut qu'on aille quelque part avec toi. On est allé dans le Jura. Et c'était un peu pour être avec lui et puis parler du scénario. Tu le diras mieux que moi parce que tu m'as rappelé que tu lui avais demandé de présenter un peu quelque chose. Non, c'est pas ça, c'est que Jean-François, il racontait son histoire qu'il voulait l'entendre toutes les nuits. Et puis un jour, je lui ai dit quand même, tu la racontes, mais pour monter un film, tu as intérêt quand même à avoir un scénario écrit, quelque chose, quoi. Qu'il fasse contrat avec un producteur. Et comme il était tout le temps en fuite partout, je lui ai dit, allons dans le Jura. On a trouvé une auberge qu'il connaissait au bord d'un petit lac. Et puis là encore, il courait dans la nature, enfin impossible de l'arrêter, quoi. Donc il y avait une barque, et je lui ai dit, allons dans la barque, on se met au milieu du truc, et puis là tu nous racontes ton histoire, on l'enregistre. Ah oui, vous étiez donc il y avait 3 hommes dans un bateau. La photo de Anonique, là, tous les 3 dans la barque. Bon, il trépignait parce qu'il supportait pas d'être enfermé, puis au bout du compte, au bout de je sais pas combien de jours, on avait assez d'éléments pour pouvoir écrire quelque chose à partir des bandes magnétiques. Et c'est ce que j'ai fait en rentrant à Paris. Donc je lui ai remis un scénario, une espèce de semblant de scénario, qu'il a dû immédiatement mettre dans une poubelle. Et puis moi je pensais naïvement que j'allais faire le film comme chef opérateur. Et puis un jour il est arrivé à 2h du matin chez moi, ivre-mort, en disant tu feras pas le film. Voilà. Donc je lui ai dit faut que ça reste un peu en famille. Donc je lui ai confié Pascal Marty qui avait été mon assistant. Donc voilà mon histoire. Quand je vois le film, je ne reconnais absolument pas ce qu'il nous avait raconté. C'est qu'en fait, c'était un film avec Jean-Pierre Calfon et Jane Birkin, et lui, sans doute. Donc je ne reconnais rien, en fait, quand je vois ce film. C'est pas la chose dont on a parlé sur la barque. Donc, voilà. Pour bien comprendre, donc, sur la barque, pendant plusieurs heures ou plusieurs fois, vous aviez un enregistreur, il racontait... on faisait tourner le monde magnétique. Ouais. Et donc, on dialoguait, Paul Poul a couché, quoi. Oui. Il a couché d'une histoire, pour qu'il ait un semblant... Qu'il ait au moins un élément pour pouvoir parler à un producteur, parce que raconter des histoires, ça suffit pas, quoi. Mais sachant qu'on peut faire le contraire de ce qu'on a raconté, ça c'est pas compliqué. D'ailleurs, la preuve est là. Mais il y avait quand même l'histoire du vieux copain de oui, alors il y avait un départ même, oui, c'était effectivement des types qui essaient de retrouver un vieux copain, puis ça tourne au vinaigre. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'entendre parler Carole Bouquet, vous auriez dû l'inviter. Oui, c'est vrai. Alors, oui, parce que là, quand même, parce que je pense que c'est la seule qui a quelque chose à dire. D'ailleurs, on se demande pendant tout le film ce qu'elle pense de tout ça. C'est formidable. Mais pour le savoir... Elle a un regard sur le film, dans le film, ce qui est assez intéressant, je trouve. Mais on sait que, enfin Yann peut en témoigner, Carole Bouquet, elle est arrivée très tard sur le projet, puisqu'au départ... C'était Birkin. Oui, alors il y a eu Birkin, puis même à un moment... Ça devait être Fabienne Bab, qui devait jouer le personnage féminin. Je pense qu'on a parlé de Dominique Laffin aussi. Voilà. Ah ouais. Et donc Carole Bouquet est arrivée, elle le dit elle-même, elle l'a raconté. On l'a déjà invitée ici, à la faveur même de ce film, parce qu'elle avait fait une discussion avec Frédéric, et elle avait raconté, Frédéric Bonneau, et elle avait raconté qu'elle est arrivée très tard sur le film. Au début, comme à vous, Stévenin lui a raconté le film, et elle a dit « j'ai rien compris ». J'ai rien compris à l'intrigue. Voilà, donc là pour l'instant on est en terrain inconnu. J'ai rien compris, mais
il avait l'air enthousiaste, donc elle a joué le jeu. Donc, et on voit justement c'est éminemment cinématographique, et puis en même temps on voit mal comment bon, il pourrait décrire des scènes dans un scénario, mais pas tout ce qui est justement cinématographique. Mais moi j'ai quand même un vague souvenir du scénario, j'ai l'impression que les scènes ne sont pas écrites, il n'y a pas de dialogue. Oui. Le souvenir que j'ai, je ne l'ai pas relu depuis, mais c'est que chaque scène est décrite du point de vue de l'ambiance qu'il y aura. Voilà. Ça sera un moment de brouillard, personne n'arrivera à voir les gens qui sont en face de lui, enfin, des choses comme ça. Oui. Des espèces de descriptions d'ambiance, de lumière et de son, beaucoup plus que des personnages. Enfin, il y avait surtout quand même, la fin n'était pas comme celle-là, puisque bon, la neige c'est plutôt pas mal, mais enfin c'était un film d'été. Et Jane Birkin avait un accident dans la montagne, et elle mourait, et les deux types prenaient la fuite. Et alors là, Suivi par le coup de une espèce de chose un peu mystérieuse. Poursuivi par la Porsche de Kunz dans les forêts, tout ça, il y avait quand même un peu de western et tout ça. Il y avait même une histoire de carabine, mais c'est comme dans Passe-Montagne, il doit y avoir un pistolet pour l'enlever, bon, puis il n'y a pas de pistolet, puis il y a aussi, il filme pas de carabine, il y a un bruit de carabine à un moment où c'est un aspirateur, enfin, je fais toujours bien de pied. Mais c'est ça en fait, oui. Ce qui comptait, c'était qu'il avait besoin qu'on soit avec lui, mais on pourrait lui écrire 200 pages, il garderait 3 lignes. Mais lui-même a dit... J'ai juste un souvenir de la première apparition de Double Messieurs. C'était pendant qu'on faisait dans sa bouche, c'est quand on faisait les repérages de Passe-Montagne. On cherchait tous les endroits de Passe-Montagne en voiture, où il racontait le scénario de Passe-Montagne de façon différente de ce qui était écrit, bien sûr, sans arrêt. Et un jour, il me dit, ça serait quand même bien. Alors, c'est deux mecs qui cherchent un copain, puis ils le trouvent, puis ils vont se balader au bord. On était au bord d'une falaise à Bly, et tout ça, on cherchait des falaises pour mettre l'oiseau suspendu et tout ça. Et il me dit, tu vois, un peu comme ici, alors les deux mecs seraient là, ils ont trouvé leur copain et tout ça, puis tout d'un coup, on les retrouve tous les deux seulement au village d'à côté en train de se d'avaler un steak tartare comme des fous furieux. Là, ça, c'est la première occurrence de l'histoire de ça. C'est incroyable quand même, comme ça circule. C'est comme des rêves, on a l'impression que le gars rêvait des trucs, et puis ça se forme autour, le rêve s'agrandit un petit peu, puis se complexifie bien évidemment, parce que ce serait trop simple que ça se simplifie, etc. Mais Stévelin a dit il a dit cette histoire, en parlant de Double Messieurs, cette histoire j'ai dû la raconter 150 fois. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est jamais... il raconte 150 fois une histoire différente. Stéphanie Granel a dit une chose géniale, elle a dit il rabâche son histoire jusqu'à ce qu'à rendre l'impossible possible. Bon, c'est donc une sorte de technique qui fait que son histoire mute en permanence. Il la raconte à toi, à d'autres, à différentes personnes. Et c'est comme ça, effectivement, presque qu'il fatigue le réel et qui finit par obtenir que quelque chose avance. Moi, je vais vous lire, juste pour avoir sa version à lui, ce qu'il en décrit dans le... Parce que quand le film est sorti, finalement, en octobre 86, bon, les cahiers du cinéma en étaient fous, donc il y a eu plusieurs articles, et puis il y a eu un long entretien. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, effectivement, ce que confirme Yann, j'avais l'idée de ce film, Double Messieurs, avant Passe-Montagne. Donc, on est disons, vers 74. Là, le film est sorti en 86. J'avais l'idée de ce film avant Passe-Montagne. L'idée est toute simple de deux types qui, 20 ans après, débarquent chez un troisième et tombent sur sa femme. Un jeu entre hommes, perverti par la présence d'une femme. Dès qu'on a fait des voyages avec Passe-Montagne, c'est-à-dire dès qu'il a commencé à accompagner le film à droite à gauche, dès qu'on a fait des voyages avec Passe-Montagne, qui nous ont emmenés jusqu'aux États-Unis, je me suis mis à y travailler au scénario avec Bruno Nuiten en 79 sur le tournage de Brubaker à Columbus, Ohio, puisque donc Bruno était directeur de la photo. C'est pas vraiment l'histoire, vraiment. Ah oui, non. Alors, il faisait une tournée des universités américaines avec Passe-Montagne, et moi j'étais à Columbus, Ohio, où il est passé pour présenter Passe-Montagne, et le hasard a fait que le film sur lequel je travaillais, Brubaker, a été interrompu parce que le premier metteur en scène avait été mis à la porte, et qu'on était tous en stand-by, et tous les acteurs du film de second plan, pas Robert Redford, on était bloqués dans un hôtel pour des raisons contractuelles.
Et Stéphane est arrivé là-dedans, on a passé une semaine dans cet hôtel sans jamais parler de ce film, mais on s'est bien marré quand même. Ouais, lui, il a dû, dans sa tête, vous en parler, parce que c'est écrit. Donc, j'avais une histoire, mais pour avoir 70 pages à déposer à l'avance sur recette, il a fallu jusqu'en 1983. Entrecoupé de moments où j'ai joué. Pas pour pouvoir manger et faire mes propres films, mais parce que j'aime ça. En 80, j'ai fait du théâtre pour la première fois, puis je suis parti aux États-Unis pour Les Chiens de guerre. De là, on m'a dit « Houston vous attend à Budapest », puis j'ai joué dans d'autres films. Et c'est dans les trous, dans les frustrations d'acteurs qui a l'impression que ça aurait pu monter un peu plus haut à chaque fois, que j'avais envie de faire mes propres trucs. Le tournage a donc démarré en décembre 84. Mais moi j'étais avec lui à Budapest. Ah. Alors, on a même interviewé John Huston, qui, comme le dit Jean-François, était loué avec les camions. C'était un film de producteur, il y avait ça dans ses tiroirs. C'était le film sur le football, Voilà. avec Stallone. Voilà. Alors, on a bien rigolé, on a passé beaucoup de temps ensemble à parler, à rêver des projets et tout ça. Et je me souviens que les figurants dans le stade, parce qu'il y avait des matchs de football entre des prisonniers juifs et des nazis, et alors le public hongrois était payé en blue jean, parce que c'était évidemment, il y avait encore le mur, tout ça, et à l'est, les blue jeans étaient mythiques, ils n'en avaient pas, et tout ça. Et alors, c'était tout un... lui, il avait presque rien à faire dans le film, il était français de service, mais on allait voir la nuit les tournages ensemble, ce qui se passait, tous les tournages. Et puis lui, il avait conscience d'être un truc absurde, quoi. Et il me disait avec ce qu'il me paye, par rapport à ce que j'ai à faire, il dit je pourrais carrément presque faire un film pour moi. Et à un moment, il m'a dit, en fait, il nous garde, on ne sait pas quand on va tourner, les Américains, la grosse production, et il me dit, je ne peux pas rentrer chez moi parce que, à un moment, parce que je suis allé le rejoindre, il me dit, ça fait 10 jours que je suis là, je n'ai pas tourné, alors que normalement, j'étais censé tourner le premier jour. Et alors, un peu, au bout d'un moment, il me raconte une histoire. Oh, il me dit, j'ai fait quand même un truc, je suis tellement bien payé que je rêve d'une moto. Et j'aurais aimé aller l'acheter à Paris et tout ça. Et à un moment, j'étais dans l'ascenseur de l'hôtel avec le producteur, puis je me suis lancé, je lui ai dit... et je vois qu'on ne tourne pas beaucoup, enfin que j'ai appris un peu que je ne tournerai pas cette semaine. Est-ce que j'aurais besoin d'aller voir un peu ma famille à Paris et tout ça? Est-ce que vous pourriez... Et le producteur lui dit, vous allez à Paris chez Fauchon, à côté de la caisse, il y a des petites mandarines, vous pouvez m'en ramener 2 kilos. Alors il dit, je suis allé à Paris, j'ai acheté ma moto, puis je lui ai rapporté ces mandarines. Et tout ce qu'on vivait là, c'était presque plus important que les films, en général. Sauf ces films à lui, quoi, parce que... Alors, non, mais c'est pour ça que, ayant passé énormément de temps avec lui, je suis gêné de voir que parfois dans la presse, je suis associé. Mais au générique aussi, vous êtes associé. Oui, non, mais c'est Stéphane qui a tenu. Vous aviez tous les deux comme scénaristes au générique. Oui, mais... On est gênés tous les deux. Hein. Alors... C'était peut-être pour des raisons syndicales, il avait besoin de nom, quoi. Non, c'est pas ça, mais c'est surtout que, par exemple, avec lui, j'ai eu un autre moment comme ça. C'est au début, quand j'ai commencé, quand on s'est rencontrés dans les débuts, j'avais fait un entretien avec lui pour Actuel, la revue Actuelle. Et
comme j'avais fait un peu long, ils coupaient. Mais alors, non seulement ils coupaient ce que faisaient les journalistes pour que ça rentre et tout ça, mais aussi ils rewritaient pour que ça ait le ton du journal. Les horaires rewritaient Céline ou Proust. Ils étaient tellement contents de. Et alors, ça a fait que Jean-François m'avait raconté qu'il était un peu en divorce, enfin dans une période comme ça, au moment où il est allé tourner Les Chérières, et je sais pas, ce que j'ai compris, c'est que sa femme lui a refilé le gosse de 5 ans au moment où il partait en Amérique du Sud, et c'est un peu dans les disputes, il se passe des choses comme ça. C'était vraiment pas le moment, mais il dit, bon, bah, j'étais obligé d'embarquer le gosse. Et du coup, finalement, ça s'est bien passé, parce qu'il a vu des chars, des avions dans la jungle et tout ça, le tournage était un grand spectacle. Et alors, donc, moi, j'avais raconté ça dans l'article, j'avais dit, il s'est retrouvé obligé d'emmener son gosse, quoi. Et ben, les types du journal qui avaient rewrité, ils avaient écrit depuis 2 ans, ils traînent tous ces gosses sur tous les tournages. Alors ça, c'est des trucs, on n'aime pas que ça nous arrive quand c'est pas exact, parce qu'on se dit, est-ce que lui va lire et puis pensera du mal et ne me dira rien, ne dira même pas qu'il l'a lu, ou qu'il... c'est pour ça que je dis il avait besoin de nous, et puis peut-être de bien d'autres. Oui. Mais c'était comme ça pour je le poussais petit à petit à ce qu'il crée, parce que ce qu'il fait est vraiment extraordinaire, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile à en faire un scénario. Oui, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de scénario. En fait, l'écriture du scénario, ça se passe dans son cerveau quand il vous le raconte. C'est pour ça que tous les deux, vous êtes absolument scénaristes. Comme moi, je le suis aussi un peu, puisque j'étais, par exemple, une des premières sources de ce récit, par exemple, qui peut être ça. Et c'est vraiment... on voit bien que c'est quand il nous parle, à Stéphanie, à Babou Rapneau, à vous deux, à moi, à tous les gens qui sont autour, même ceux qui les écoutent pas et qui pensent que le film va pas se faire, comme Andrieux, qui était directeur de production de Passe-Montagne et qui attendait qu'une chose, c'est que ça tombe à l'eau, et ça n'est pas tombé à l'eau. Et finalement, c'est vraiment ça. Donc c'est pour ça qu'il refuse, qu'il n'a pas gardé tes 30 pages écrites, Bruno, parce que c'est pas lui qui les a écrites. Pour lui, la façon dont il vous l'avait raconté, c'est ça qui est gravé, et c'est ça qui doit arriver sur le papier, donc ça peut être écrit que par lui. Alors il met 7 ans à chaque fois par l'écrire. Moi je me souviens sur les Truffaut, quand j'ai rencontré, il me dit, oh là là, j'ai un truc, j'ai 1000 pages, mais je sais pas comment faire. Il faut que j'arrive à 100 pages. Alors comme toujours avec Jean-François, c'est assez exagéré, mais c'est ça en fait. Les 1000 pages, c'est les 1000 fois où il le raconte à 18 de ses amis et tout ça. Donc en fait, c'est très très réel. Il y a eu un emmagasinement, un empilement de raconteries autour de films qui vraiment fait 1000 pages, je crois, à chaque fois. C'est pour ça que ça met si longtemps à se faire. Non, mais il y a ce texte là, qui est dans le programme de la Cinémathèque. Là. Ce que je cherche, c'est l'accident. Je propose quelque chose au début de la journée. On le réalise, on met de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne bien. Et une fois que ça fonctionne bien, j'essaie de casser tout ça. Parce qu'on prépare quelque chose et il y a un moment où ça ne vous intéresse plus vraiment. Ce qui est intéressant, c'est ce quelque chose d'humain ou de technique qui se produit en plus, le décalage. Tout d'un coup, un type se met à courir et s'en aperçoit, et on s'aperçoit qu'on ne l'a pas vu partir. Voilà ce que je cherche. Et moi, je suis le type qui est pas parti. Mais c'est assez juste par rapport à ce qu'il cherche. Par rapport à sa recherche. Et effectivement, Yann l'a dit au début, au final, on peut imaginer qu'au début du tournage, donc c'est une gestation qui aurait quand même duré presque 10 ans, c'est 10 semaines de tournage, et c'est ensuite 10 mois de montage, double messieurs. Quelque chose comme ça, oui, quelque chose comme ça. Et Yann le dit, au moment où le tournage commence, il y a une trame écrite, il y a des situations, il y a des atmosphères, il y a, disons, on peut imaginer un séquencier, enfin un ordre. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas les dialogues, tout ce qu'on entend là, ou une grande partie, j'imagine, de ce qu'on entend là, vient du tournage. C'est-à-dire que... Putain, on comptait sur Jackie pour écrire les dialogues. Oui. Dans la barque. D'ailleurs, Jackie, qu'on voit
dans la partie parisienne. On vous voit au début. Cette partie parisienne qui, si j'ai bien compris, a été tournée après le tournage. Et ce début-là, enfin ce début du film, on vous voit dans les bureaux parisiens. T'étais dans la partie parisienne? Oui, c'est Caroline qui a filmé la Paris. Ah, d'accord. Et Caroline Champetier, la directrice de la photo qui est là, elle est créditée au générique, alors elle nous dira si c'est vrai ou faux, mais elle est impliquée dans la partie parisienne du début, tournée après le tournage. C'est ça. C'est exact. C'est exact. Voilà, on va finir par reconstituer le puzzle du film. Mais Tout ce qui je peux dire une chose aussi là-dessus, Caroline, effectivement, tout ce qui est avant le départ à Grenoble, avant Grenoble, est tourné, mais en fait, pendant le montage, c'était très très compliqué, et l'obsession de Jean-François, c'est qu'on n'avait pas de fin. Et donc il voulait tourner une fin, effectivement, puisque la fin du scénario, le dernier tiers du scénario a complètement été abandonné, pas de poursuite dans les bois, pas de coach qui les poursuit, pas de mort de la comédienne, etc., de la femme de Kunch. Et donc c'était très compliqué. Donc il voulait absolument retourner une fin, et puis il s'est acharné à réécrire le début. Il a tourné donc avec Caroline, et la fin, il a trouvé au montage de quoi faire avec ce qu'il avait, une fin avec ces très étranges plans qui montent sur la montagne à la fin avec lui qui téléphone et tout ça, de fabriquer une espèce de fin complètement en l'air et qui remplace une fin active. Ça me paraît être un peu du même ordre que l'abandon du pistolet, de la carabine et tout ça, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un western, disons, il fait des plans qui respirent le western. Oui, je crois que Jean-François, c'est une espèce de griot, en fait. C'est un mec qui raconte. C'est un conteur, en fait. Peut-être plus qu'un cinéaste, d'ailleurs. Bah, je sais pas. Hein. non, mais C'est ça, les vrais conteurs. Enfin, le conte change à chaque fois que le public change. bien sûr. Et un film, ça fixe les choses, donc c'est pour ça qu'il était peut-être mal à l'aise avec ça, en fait. Mais cette fixité-là, effectivement, il est mal à l'aise avec ça. Mais pendant le tournage, c'est la citation que tu as lue, pendant le tournage, il s'arrange presque, d'une certaine manière, presque, entre guillemets, à faire un film contre le scénario, ou en tout cas, qui déboîte le scénario. Quand Carole Bouquet, justement, a raconté que la scène, quand ils sont à la colo, et la scène dans le grenier, où elle dit « Ah non, pas lui », et puis il monte dans le grenier, il se retrouve au milieu des matelas, comme dit Stévenin, la scène la plus chère du cinéma français. Là, il se trouve au milieu des matelas. Carole Bouquet a raconté que Stévenin lui a dit là, c'est à toi de jouer. C'est à toi de dire ce qui se passe. Moi, il dit, faire la mise en scène, c'est organiser tout ce bordel. Mais maintenant, grosso modo, c'est toi qui tiens, comme son personnage d'ailleurs dans le film. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit bien que ça se décentre vers elle, et que, comment dire, Alfonso sort du jeu, et elle prend une sorte de place, en tout cas, elle devient motrice. Et là, il lui dit, c'est à toi de savoir ce qu'on fait. Non, ce qui est étrange, c'est d'imaginer Jean-Pierre Calfon à la place d'Alfonso. C'est un film complètement différent. Hein. Parce que là, on est dans une comédie, en fait, qui, tout à coup, bascule. Mais c'est un ton de comédie, c'est pas... Alors que Jean-Pierre, il aurait mis quelque chose d'un petit peu plus fou. Enfin, ça aurait été très très différent. Et même la position de Jean-François aurait changé même par rapport à Carole. Enfin, même si c'était Carole plutôt que Jane, enfin bon, bref. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'a amusé d'imaginer dans chaque scène d'Alfonso, si c'était Jean-Pierre, comment il aurait fait. Ça, Là, je peux juste une petite trace de souvenir là-dessus. On avait adoré Une étrange affaire, je crois que ça s'appelle, avec Calfon, là, qui est formidable. Le film de Grenier de Fer. On gratifiait complètement avec Jean-François, toutes les 2 secondes, on disait « Tu veux pas une petite bière ?» à la Calfon, comme ça. Et c'est comme il voyait le personnage, avant que ce soit Alfonso, c'était ça. C'était quand même un côté très comique et décalé de Jean-Pierre, qui peut avoir d'une façon assez formidable, quand il a envie de dire, parce que c'était ça, c'était très très menaçant cette scène dans le film, dans Une étrange affaire, au moment où il justement coinçait un peu, c'était Lanvin, je sais plus, enfin bref, et il le coinçait comme ça, et au lieu de lui dire je vais te foutre par la fenêtre, il disait tu veux pas une petite bière. Voilà. Et ça, je pense que c'est exactement du Stévenin. Et un peu contrairement à toi, Bruno, je pense que ça aurait été aussi un film assez comique, parce que Jean-Pierre aurait été dirigé très très en décalage. Simplement, ça aurait été un Alfonso comique sans vouloir être comique, et par décalage, par jeu, voilà. Peut-être plus inquiétant, je trouve. Plus inquiétant, beaucoup plus inquiétant. Je suis jamais inquiet, en fait. Oui, oui, vous vouliez dire quelque chose.
Je veux dire, quand il m'avait dit qu'il voulait Calfon, et alors il me dit on s'est vu dans un bar, moi, il s'est arrangé pour le rencontrer, puis Calfon sortait d'une période de mauvaise santé, enfin c'était la dope, quoi. Et il était habillé de neuf, et puis Stéphane il dit j'étais fasciné parce qu'il était sur un tabouret et il avait des godasses. Alors c'était des chaussures à semelles qu'on pensait comme les noirs new-yorkais dans le folk, blues, jazz. Alors il a vu que Jean-François ouvrait les yeux comme ça, fixait un peu les godasses. Et il lui a dit, oui, j'ai mis des camions, parce que c'est le comeback. Ça, c'est le style de Calfon. Des camions parce que. Et il appelait ses chaussures des camions. Parce que c'est le comeback. Parce que c'est le comeback. Enfin, il voyait que Stéphane était fasciné, amusé par le look. Mais Jean-Pierre Hélingot, pour tasser le comique, je me rappelle, il montait son film, un film qu'il a fait avec Aude Bitton, à rue Lincoln, là où on montait Basse-Montagne, et on se croisait tous les jours en partant, enfin vers 2h, 3h du matin, etc. Un jour, Jean-François lui demande comment s'appelle le film qui monte. Jean-Pierre, il lui dit « Le sandwich abandonné ». Si c'est pas un acteur comique, ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, cela dit, en tant qu'acteur comique, Yves Fonso, qui arrive donc de Maine Océan de Jacques Rosier, il est absolument, enfin, bien sûr, cannibalise presque le début de la première partie du film. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la question de quel peut donc être le genre de ce film, effectivement, ça ressemble un peu à, comment dire, il y a la première partie, disons, est un peu burlesque, enfin, burlesque de tendance pied-nickelée, et deux aventuriers foireux, qui ont une idée absurde qui serait de revenir en enfance, quoi, enfin. Et après, tout le moment de l'enlèvement, la maison témoin, tout ça, ça fait un peu vrai faux polar. La dernière partie, mon Dieu, ça, on ne peut plus dire quel genre c'est. Mais effectivement, on aura traversé des sortes de genres, jusqu'à arriver effectivement dans une dernière partie qui s'invente elle-même, enfin qui se réinvente elle-même, quoi. Mais Yves Fonso, ça Yann peut en témoigner, il est incroyable. Je pense que le montage, là on peut y revenir aussi dans la scène où il est avec l'ouragan, avec les affiches de Belmondo derrière eux et tout ça. Enfin, le montage joue aussi beaucoup sur les effets de surprise et les raccords sont presque drôles, mais il est absolument irrésistible. Et Stéphane a raconté que à partir de la maison témoin, au moment où il est dans la maison témoin et que l'autre lui dit mais tu sais ce qu'on a fait, c'est un kidnapping, et qu'en contre-champ, Afonso répond mais enfin non, je peux pas dire ce qu'il dit, enfin il dit non, c'est pas un kidnapping. Et Stéphane dit à partir de là, François a fait la gueule tout le tournage, parce qu'il considérait que dans cette scène-là, on ne lui avait pas filmé les yeux, et qu'il était dans l'ombre, et qu'on ne le voyait pas. Et il dit, après, il a râlé pendant tout le film, mais aussi, on a vraiment ce sentiment que le personnage, peu à peu, dévie jusqu'à la fin, où piteusement, il rentre chez lui tout seul, et il comprend que l'aventure est terminée, et qu'il ne reverra pas son copain, ni le Kunch, quoi. Le Kunch qu'on ne voit jamais. Il est dans la Porsche, c'est ce qu'on comprend. Il y a beaucoup de choses aussi, si on veut vraiment comprendre ce qui se joue, qui est qui, d'abord il faut le voir plusieurs fois, et il y a de quoi dans le film, ça c'est quelque chose que Yann a raconté, c'est presque, peut-être confirmé Yann, que quand vous montiez ce film avec Stévenin, vous lui disiez par respect pour Truffaut, on se posait toujours la question, est-ce qu'on va comprendre? Genre, est-ce que le spectateur va comprendre? Parce que Truffaut, visiblement, c'était une de ses grandes questions. Est-ce qu'on va comprendre? Et là, c'est vraiment une question, effectivement, d'actualité. Est-ce qu'on va comprendre? Donc moi, je pense que oui, mais il faut y mettre du sien. Et est-ce que, Yann, le film, il s'improvise pas aussi, à son tour, beaucoup au montage? Ah, ça dépend en quelle partie. Effectivement, la dernière, peut-être plus. Le reste, non, c'est quand même assez
je dirais, ça a l'air scénarisé. Enfin, ça raconte une histoire qu'on peut suivre avec ses mystères, surtout la partie, le moment où les faux mafieux arrivent, là où effectivement là, on prend des récits pour des lanternes de façon très ludique. Alors là, on se pose aussi la question de est-ce qu'on va comprendre, mais aussi de la joie, la jouissance, je dirais même, c'est de mettre les gens sur la mauvaise piste, leur faire croire que Alfonso l'appelle le commissaire et tout ça, on croit par rapport à ses gestes et son accent corse que c'est un mafieux. Enfin voilà, ça c'est des jeux, mais je dirais que tout ça, ça peut être scénarisé, d'ailleurs ça l'était, je crois, d'une certaine façon. La troisième partie me fait quand même penser à une chose, bon alors on ne peut pas la définir, c'est difficile, ce qui est sûr, c'est que dans la dernière partie, on n'a jamais, je ne mets pas de souvenir, si j'en ai un qui me vient peut-être, de traiter les rapports homme-femme comme ça. Je crois que j'ai jamais vu ça, un petit monsieur avec une petite mallette comme ça qui n'arrive pas à toucher une femme magnifique. Ce qu'on comprend d'ailleurs assez bien, on voit quelque chose comme ça qui n'est pas possible du tout. Et finalement, je crois me souvenir que dans Faces de Cassavetes, évidemment, comme par hasard, il y a des moments effectivement de regard distant d'un homme et une femme qui ne peuvent pas se toucher, qui ne peuvent pas accéder l'un à l'autre, ce qui est la dernière partie de ce film, d'une façon incroyablement forte, et puis ça dure, et puis c'est répété dans le placard, à la terrasse, et puis dans la neige, et tout ça, ça va vraiment jusqu'au bout de cette impossibilité. Je n'ai pas de souvenir, à part ce morceau dans Faces un peu, qu'aucun film n'ait jamais traité de ça. Juste pour le rappeler, parce qu'après on oublierait de le dire, là aussi, toute la scène dans la neige, en haut de la montagne, Stévenin a l'idée de, pour pas que ça fasse studio, parce qu'il dit, on était là-haut, mais il faisait un ciel absolument bleu, la montagne était impeccable, on aurait dit une carte postale. Et donc pour troubler ça, il a l'idée de, comme on utiliserait en studio un ventilo, il dit on va faire comme dans un James Bond, il y aura un hélicoptère. Sauf qu'évidemment on ne voit pas l'hélicoptère, mais c'est l'hélicoptère qui soulève les volutes de neige et qui, quasiment recouvre les personnages. Yann, sur la question du montage, juste pour dire que de la même façon qu'on a décrit un scénario en ébullition ou en recomposition ou en fusion permanente ou en transformation, un tournage quand même où les acteurs non professionnels, la scène de la Maison de la Culture de Grenoble, les non professionnels comme les acteurs se retrouvent quand même dans des situations un peu risquées. C'est d'ailleurs pour ça que Stévenin disait c'est important que je joue, parce que moi aussi comme ça je m'expose et les autres voient que je prends des risques et donc ils me suivent. Mais de la même façon, donc, le tournage se passe, disons, comme ça. Le montage aussi est un moment de réélaboration, j'allais dire, c'est presque comme si la pellicule était une matière molle, qu'on va pouvoir, et je parle image et son, qu'on va pouvoir bouger, inverser, triturer, transformer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une captation au tournage, et il faisait plutôt des plans séquences, qui est quand même drôlement chahuté au montage. Les plans séquences sont changés entre Passe-Montagne, qui étaient assez souvent des plans séquences d'environ 3 minutes, et là c'est des plans séquences, mais quelquefois il appelait ça tir croisé, qui sont en fait des champs contre champs, mais un petit peu viciés, un petit peu de biais, comme Jean-François aime bien filmer, jamais frontal, pour que ça soit pas trop explicite. Donc il y a ça comme différence sur les plans séquences. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais à l'intérieur des séquences, ce qui est vrai, tout à fait, et tu le sens en disant la façon dont tu dis les choses, c'est que l'ordre est complètement bouleversé. L'ordre de ce qui se passe est complètement bouleversé. Et puis il y a en géographie aussi, c'est très troublé, parce que le moment où le gars, là, Dominique Le Corse, lui dit « viens un peu par là, toi » et tout ça, alors on a l'impression qu'Alfonso est en face de lui, en fait il fait un trajet complètement circulaire pour se retrouver devant lui. Donc il aime beaucoup ces troubles dans l'espace, là, qui vraiment permettent justement j'allais dire, méchamment, de remplacer du scénario. Enfin, au cas, effectivement, où il n'y a pas de scénario, c'est trop simple, viens ici, puis le mec s'approche tout droit, non, pas question. À ce moment-là, il fabrique au montage quelque chose de très différent. Voilà. Dans un de tes livres, tu as cette expression, et je ne sais plus si tu parles du tournage ou du montage, et tu dis Stévenin travaille à déscénariser le scénario. Oui, enfin le rescénariser, mais de façon moins explicite, et disons, peut-être ça serait plutôt qu'on comprenne, ça serait qu'on devine. Voilà, c'est ça l'idéal. On se dise, avec un peu de retard, ah là, mais c'est ça, c'est donc ce mec-là qui était derrière la porte. Voilà, des choses comme ça. Je crois qu'il a un grand plaisir à ça, à laisser des traces de ça. Par exemple, celui qu'il appelle le chinois, Afonso, c'est-à-dire le vietnamien qui est valaisie, qui a un électro absolument formidable et qui joue
Donc un électro du film. Oui, l'électro du film, c'est ça. Et quand il est derrière la porte, on lui a fait faire des petits sons, genre parce qu'il tripote ses dents lui aussi à un moment, etc. Donc à chaque fois, c'est des choses quand même mystérieuses, on n'est pas du tout forcé de les reconnaître, et on se dit c'est bizarre ce bruit, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Ah oui, c'est quand c'est peut-être, alors peut-être on fait raccord, peut-être on ne le fait pas. Et puis vous disiez acteurs non professionnels, mais moi je dis ils sont tous professionnels, parce qu'il y a Coït Zvelko qui est le décorateur, bon Dominique Le Corse il n'est pas professionnel, mais c'est lui aussi, comme nous tous, c'est un gars qui a dû entendre Jean-François raconter son scénario 150 fois au Sherwood, dans la cave du Sherwood, parce que Dominique était un habitué du Sherwood, comme tous les acteurs de l'époque et tout ça, dont Villeray qu'il a trouvé pour Basse Montagne, etc. Donc c'est des creusets, hein, c'est mieux encore que le conservatoire ou Vagarel. Lui, c'est dans les sous-sols et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est le Sherwood? Le Sherwood, c'est un bar dans lequel ils se retrouvaient tous, Balmer, Villeray, tout ça, toute cette équipe-là, qui était rue, je sais pas quoi, vers Pigalle, en montant vers Pigalle. Et donc le nom que tu as Juste à côté de l'opéra. À côté de l'opéra. Vas-y. Non, vas-y. Ah bon, je crois Sherwood est à côté de l'opéra. Ah oui, t'as raison, c'est rue Donou. C'est le Harisbar. Rue Donou, c'est le Harisbar. Voilà. Tout le monde s'y retrouve. Non, et juste pour situer, le nom que tu as cité, Coït Zvelko, donc Jean-Pierre Coït Zvelko, qu'on Oui, voit qui joue l'ancienne amant de Carole. L'ancienne amant de Carole Bouquet, qu'elle retrouve dans cette maison de la culture de la Guadeloupe, enfin, ce restaurant, c'était le chef décorateur de François Truffaut, qui était aussi sur ce tournage-là, et que et dont Jean-François dans le plan. Et donc Jean-François était l'assistant sur Une belle fille comme moi, parce que Jean-François il n'a pas fait seulement assistant metteur en scène, il a fait assistant déco, etc. Il a fait il a tripoté quand même pas mal de métiers, ce qui lui a permis de ne pas avoir fait faire de court métrage, mais de faire directement un long métrage. Il était dans la nuit américaine. Qui, Zvelko ? Jean-François. Oui, bien sûr, dans la nuit américaine, bien sûr. Oui, Bien sûr. Alors, juste une dernière chose peut-être, mais peut-être qu'aucun de vous trois n'aura jamais la réponse, peut-être Yann, je ne sais pas, et après je vous donne la parole. Une scène comme celle de la dent pivot. Ça. C'est une idée, quoi. Oui, ça c'est une idée. Non, mais c'est belle, surtout, il avait une dent. Mais ça, c'est dans le scénario où il trouve ça. Oh, peut-être pas, mais il en parlait beaucoup. Ça. Ah, il en parlait beaucoup. C'était une vieille idée qu'il avait. D'accord. Parce que là, au fur et à mesure du film, quand même, il lui arrive des trucs, il perd sa moumoute, il perd une dent, enfin, mais l'idée avec le regonfle pneu de nettoyer sa cavité dentaire, ça j'avoue que c'est sûr. Il l'a raconté souvent. Il l'a raconté, oui. En fait, c'est un numéro C'est un qui vrai projet de film, ça. Mais en même temps, il ne se dit pas on va symboliser le vieillissement et tout ça. C'est pas comme ça que ça se passe chez lui, je crois. Mais il n'est pas vraiment préoccupé par la dramaturgie. Non, c'est pour ça que c'est beau, parce qu'il arrive à le faire politiquement. Et on se dit, on est bien là devant ça. Il y a peut-être des gens que ça peut rebuter, parce que c'est pas fait comme font les autres, systématiquement presque. Et donc, enfin, moi je suis toujours épaté, moi. Tu dis c'est peut-être plus un conteur qu'un cinéaste, moi je trouve que c'est vraiment un cinéaste, hein. Au sens où... Et en même temps, il y a la passion de ça. Je sais qu'à un moment, un jour, il m'a dit « Ah, tu vois, je vois à la télévision des films, enfin, où je vois des gens qui font des polars, que je vois à la télévision, ou en salle, il n'y allait pas beaucoup en salle. Et il me dit, je vois à ce coup un plan qui se fait sur une portière de bagnole qui claque. Et il dit, j'aurais aimé la faire, ils ne savent pas la faire. Ouais. Ils ne savent pas faire ça. Mais, par exemple, j'avais jamais pensé, avant de là, de le voir en grand, mais Dieu sait que des plans d'un avion qui décolle ou qui atterrit, on en aura vu au cinéma. Mais là, il y a un plan où l'avion atterrit à Grenoble, quand Stevenin atterrit à Grenoble, et la seule chose qu'on a pour nous montrer que l'avion atterrit, c'est une ligne jaune sur un tarmac qu'on reconnaît, une sorte de travelling semi-circulaire qui passe la ligne jaune, et le bruit de l'avion. C'est le travelling qui fait tout, là. Ah, c'est le travelling qui fait tout.
Voilà, le travelling fait l'avion dans le sens inverse, avec le son, et on a franchi une ligne. Et ben, cette idée-là, elle n'est pas banale au cinéma. Plutôt que de montrer un avion qui atterrit. Bien sûr, oui, c'est très net. Je voudrais juste un petit truc sur la narration, donc sur le goût de dénarrationner, enfin je sais pas, c'est avec grosse méfiance sur la narration, je dirais. C'est pour ça que moi j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de narration, j'ai l'impression qu'il y a des mini-narrations un peu partout. Et je me rappelle qu'un jour il m'avait dit un truc du genre, mais comment ça se fait que le sniper est toujours en train de visser la lunette de son fusil en face de là où va arriver le mec qui doit tuer. Ce qui est la négation absolue ou la méfiance absolue de toute narration, puisqu'effectivement, si c'est écrit et qu'on le fait comme c'est écrit, bah, c'était prévu, donc ça va pas du tout. Et lui-même a raconté que, peut-être à force de raconter ses histoires, au bout d'un moment, ce qu'il avait prévu et qui semblait fonctionner, comme dit J classique, au bout d'un moment l'ennuyait. Et il n'avait plus envie de filmer ce que lui-même avait mis en place. C'est aussi la citation de Bruno, c'est-à-dire qu'il va chercher, disons, il va transformer l'histoire, ou il va un peu sacrifier l'histoire, pour ne pas avoir raconté quelque chose qui semblerait trop huilé, ou finalement l'ennuyer. Mais c'est pour ça qu'il cassait ses plans séquences aussi, il dépasse montagne, c'est parce que quand même un plan séquence, disons, il raconte un trajet et donc il fait probablement deviner au moins en partie qu'il va arriver quelque chose. Il part sur le cendrier, sur la gueule du mec, sur la porte, puis sur le deuxième mec. Ah, ben, il y a sûrement quelqu'un qui va arriver par la porte. Voilà, donc ces choses-là, il dit là, ça c'est encore téléphoné, quoi. C'est ça, c'est le coup de téléphone du scénariste, ou en l'occurrence du filmeur, du cadreur, disons, enfin, du cadre du plan, et ça, ils s'en méfient comme de la peste. C'est pour ça que tu dis, il casse le plan séquence, c'est-à-dire qu'il le casse au montage. Oui, enfin, il le casse pour pas qu'il soit révélateur. Qu'il soit révélateur quand lui le décide, et pas quand lui l'a décidé au tournage, c'est-à-dire qu'il trouve toujours trop explicatif, trop défini, trop allant dans une direction et faisant trop tôt deviner au spectateur où ça va aller. Les cinéastes sont souvent extrêmement prisonniers et des plans de travail et des découpages. Et je pense qu'il y a des cinéastes comme lui, comme Piala aussi, qui sont gens qui ont besoin de créer une distorsion par rapport à ce qu'on attend d'eux, et surtout le rapport de l'argent et du temps, quoi. Donc c'est non. Enfin, on dit que Piala, j'ai jamais travaillé avec lui. Enfin, je l'ai rencontré pour un film, mais ça s'est pas fait. Mais on dit que, des équipes techniques disaient qu'il faisait éclairer un endroit, et puis il convoquait l'équipe à l'opposé, là où c'était pas éclairé, quoi. C'est une façon de se réapproprier quelque chose et puis de disturber complètement l'engagement qui est quand même un plan de travail, c'est quand même une prison, hein, oui, pour un cinéaste. Donc je comprends, et puis même, je pense que Jean-Luc Godard travaillait aussi un peu comme ça. Moi je racontais à Yann, il y a quelques jours, j'ai travaillé un petit peu avec Piala, et alors à un moment pour le film Police, j'avais écrit une scène où le flic qui est joué par Depardieu dans le film, donc tombait amoureux. Alors ça c'est pas ce que j'inventais moi, c'était déjà prévu. Et voilà, j'avais fait une scène où il allait un peu timidement s'acheter des fringues dans une boutique. Parce que d'habitude il est toujours avec son vieux jean et son vieux blouson. Alors Piala, il avait refusé, mais il m'avait dit, c'est juste psychologiquement, mais il dit, mais on est emmerdé au montage quand les gens changent de fringue. Et il dit, moi je suis capable de faire n'importe quoi au moment du montage, d'avoir une idée qui chamboule tout. Et si c'est une chemise qui m'en empêche, alors il dit, je suis furieux. Alors il dit, bon, moi, mon idéal dans les films, c'est que les acteurs soient habillés toujours pareil, comme Mickey. Voilà l'expression qu'il a dit. Est-ce que vous avez des questions à leur poser ou des remarques par rapport à ce que vous venez de voir et d'entendre? Parce que là aussi, oui. Il faut combien de temps pour écrire un scénario? Souvent, c'est derrière toi. question qu'on aura aujourd'hui. Non, juste le micro derrière toi, voilà. Donc Luc Béraud, je signale juste Luc Béraud, réalisateur de La Tortue sur le dos,
qui passe dans la rétro Jean-François Stévenin. D'ailleurs, c'est peut-être là que Bruno a rencontré... Est-ce que c'est sur ce tournage de La Tortue sur le dos que Bruno a rencontré Jean-François Stévenin? Parce que... Non, je l'ai rencontré sur un match de foot qu'on faisait contre Truffaut quand il faisait dans le Jura, quand on faisait... Voilà. Et on est tombé sur une bande d'abrutis, là, nous, on n'avait pas dormi de la nuit, ils sont arrivés comme des fous furieux, y compris Stévenin, y compris Truffaut, et on a perdu 2-0. Quoi. Donc c'était le match, la meilleure façon de marcher contre l'argent de poche. L'argent de poche. Et Truffaut faisait du foot avec ses pompes Cheruti, c'était vraiment bien. C'est une des rares fois où on a pris Truffaut en train de faire du sport. Ouais. Mais il était terrible. Hein. C'est-à-dire ils étaient tous très méchants. Quoi. Ah oui, il voulait gagner. Il voulait vraiment nous niquer, on a été niqués d'ailleurs. Et puis après, je l'ai retrouvé sur Barocco. Et je me souviens, c'était un plan, moi j'étais en haut d'une grue, lui il attendait son tour, et on répétait quoi. Et on avait une conversation assez bizarre, quand la grue descendait, on échangeait, quand elle remontait, on arrêtait, et ça, on a fait plusieurs répétitions, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance en fait. D'accord. Parce que j'avais le souvenir du mec qui faisait du football d'une manière un peu sauvage. Quoi. Et après, la vraie rencontre, ça a été quand on s'est retrouvés aux États-Unis. Et je pense que c'est là qu'il m'a parlé de l'histoire là-dedans. Ah, voilà, tout se remet dans l'ordre. C'est ça le projet. Ouais. Donc, moi, je ne voulais pas parler de la fabrication, mais c'est la troisième fois que je le voyais, ce film, et je voulais essayer de comprendre pourquoi je ne l'aimais pas, pourquoi je ne comprenais rien. Et en fait, c'est parce qu'il ne faut pas s'attacher au récit. Et ça fait penser à, ça serait peut-être le premier film oulipien. C'est-à-dire que, vous savez, l'Oulipo, c'était des exercices qui consistaient à prendre une tragédie classique et de couper tous les vers à l'hémistiche, c'est-à-dire de les raccorder. Et ou une autre méthode qui s'appelait la méthode S7, qui consistait dans une conversation à prendre la septième lettre, la septième définition du dictionnaire, alors il fallait définir quel dictionnaire, pour former la phrase. Et donc, je pense que quand on voit le film, il ne faut pas s'attacher à ce dont ça parle, mais simplement de voir que c'est des moments de cinéma les uns à côté des autres. Et c'est des moments de policiers ou sentimentaux et tout ça. Et je crois que le tout forme une espèce d'exercice oulipien, où le sens arrive quand même. Moi, je pense que le sens arrive quand même, oui, le sens est présent. Juste par rapport à ce que tu dis de l'Oulipo, Yann a écrit et a dit que, et c'est ce que tu disais là à l'instant, le plan séquence, il va disons, d'un point A à un point C en passant par un point B. On filme un cendrier, un visage, une porte, mais dans un ordre qui est celui du plan séquence. Et il dit, et ensuite on a monté B, C, A. C'est-à-dire que voilà, on casse en quelque sorte la temporalité du plan séquence. La géographie. La géographie. Et aussi la géographie. Et aussi la question de l'espace, qui fait qu'au plus d'une fois, dans une situation qui pourrait être banale ou naturaliste, entrer dans une réception d'hôtel, par exemple, et bien là, effectivement, le montage fait qu'il se produit un déséquilibre pour notre perception en tant que spectateur. En revanche, et je pense vraiment que le film, sans vouloir évidemment appuyer, raconte absolument quelque chose. Qui raconte, sans passer par la psychologie, raconte vraiment un trajet qui est celui des personnages masculins et féminins. Oui, moi je oui, voulais... où êtes-vous? Levez la main. Ah, là, voilà, à droite. Je voulais rappeler simplement que Jean-François Stévenin était assistant de Jacques Rosier sur Du côté de Rouette. Et c'est que la deuxième fois que je revois Double Messieurs, et je suis absolument époustouflée. C'est-à-dire que Rosier, toujours, moi avec qui j'ai travaillé, disait toujours pas de plan de travail, surtout pas de plan de travail pour un filmage, surtout pas. C'était vraiment sa méthode. Mais je trouve que Jean-François Stévenin va encore plus loin dans la déstructuration qui est déjà présente chez Rosier, puisque chaque fois
toujours, il y a pas, son rapport au scénario est pratiquement le même, sauf qu'après il a évolué. Il écrivait quand même à partir de Humain Océan, je pense, des dialogues, hein, donnés le matin, mais pas à l'époque du côté de Rouette et ni d'Adieu Philippines. Hein. Et là, Jean-François, qui avait une grande admiration pour Rosier, parce qu'il disait, c'est lui qui m'a fait comprendre que je pouvais faire du cinéma, la façon dont il se prenait, va encore plus loin là-dedans. Hein. Et voilà, d'une part. Juste une petite question que je vais vous demander, parce que j'ai l'impression que Double Messieurs était tourné avant Humain Océan, et pas après. C'est presque concomitant, mais je pense que le tournage de Double Messieurs a commencé avant celui de Humain Océan. Oui, c'est tout à fait possible. Parce que si on en croit Stévenin, le tournage aurait démarré de Double Messieurs en décembre 1984. Oui, donc, le film a mis 1 an à sortir, parce que je crois qu'il a eu des ennuis avec le distributeur, je crois que c'était MK2. Oui. On est allé déposer la copie avec un huissier chez le distributeur qui feignait de penser, de dire qu'on n'était pas dans les temps juridiquement. Alors donc on est arrivé avec la copie, avec Jean-François et tout ça, on l'a posé sur le bureau de la secrétaire, qui m'a dit je ne prends pas cette copie, qui nous a dit et le huissier a dit madame, elle est sur votre bureau. Voilà. Et le distributeur était piégé, ce qui n'a pas empêché, je ne le citerai pas, de se défiler et de donner ça à un autre gars qui était un de ces jeunes qui quittait la boîte pour faire sa distribution. On était bien plus content de l'autre, évidemment. Oui, donc je pense que c'était juste avant Double Messieurs, avant Humain Voilà, Océan. c'est très proche, de même que le montage de police qu'on a évoqué là et le montage du Double Messieurs par N2D se touchent en partie, quoi. Pendant 1 ou 2 mois, je passais la semaine avec Maurice et les soirs et les week-ends avec Jean-François. J'en suis sorti assez lessivé parce que c'est 2 oiseaux pas faciles, mais c'était vraiment passionnant. Je ne recommencerai jamais, c'est trop, mais c'était vraiment bien. Et puis surtout, je reconnais leur gentillesse à tous les deux de me laisser filer sur le film de l'autre à telle heure, etc. C'était quand même assez extraordinaire. Puis je suis assez content que ce soit quand même 2 phares extraordinaires pour moi et qui ont des points communs incroyables. Mais est-ce qu'on sait si par exemple Piala avait vu Passe-Montagne ? Piala a vu Passe-Montagne, il s'est moqué du plan le plus narratif du film, voilà, en feignant que c'était tout à coup du Truffaut. Le plan où Jean-François montre à Villeray l'oiseau sur le dessin de l'oiseau devant la falaise où il y a l'oiseau en bois, voilà. Et donc Piala a dit subtil. Vous comprenez bien une façon de ne pas trouver ça très malin, de trouver ça didactique comme mon cher Truffaut, voilà. Si je peux, juste, on a évoqué l'influence de Faces, de Cassavetes, mais Stévenin adorait Husband. C'est presque, Double Messieurs, c'est presque une suite d'Husband, de Cassavetes, façon Stévenin, évidemment. Pour l'errance. Oui. 2 mecs en vadrouille ou 2 mecs dans une sorte effectivement d'errance ou de déglingue. Qui se retrouvent 3 copains et pour célébrer un deuil. Voilà. Oui, ça c'est Husbands. Sauf que dans Husbands, les femmes sont complètement du côté. Et ma 3e question, c'était l'hommage à Jean-Pierre Assam, voilà, qu'il y a dans ce film. Moi, je sais qu'il était le producteur, un producteur français qui venait de décéder à ce moment-là, qui avait été le producteur, entre autres, de Lancelot du Lac de Bresson, mais aussi des films de Jean-Yann. C'est ça ? Et nous ne vivrons pas ensemble. Et bien sûr, le mari de Carole Bouquet. Et puis aussi, Tout va bien, Jean-Luc Godard, 112. Voilà, Tout va bien aussi. C'était surtout un personnage lui-même vraiment incroyable, étonnant, très drôle et fou et intelligent et gênant et en même temps admirable. Enfin, il pensait un peu tout. Et je me souviens que j'ai rencontré en compagnie de Jean-François, enfin lui et moi, tombant sur... il sortait de son lit et qui était tombé dans l'héroïne, et tout le monde disait il va y passer, et tout, et
la première chose qu'il nous a dit, c'est « La drogue ne m'a pas eu, vous m'avez ». Et donc, oui, Jean-François me parlait toujours de lui, avant que je le voie. Alors, le jour où on l'a rencontré comme ça, du bouquet des Halles, on a passé la nuit ensemble, à traîner dans les bars la nuit. Et oui, c'est un hommage parce que c'était une des personnes qui me fascinait le plus. Oui, Jean-Pierre Rassam, c'est quelqu'un qui, au fait de sa gloire ou de sa puissance économique, avait l'ambition de racheter la Gaumont. Oui. Ce qui donne une idée. Et par ailleurs, effectivement, c'était le compagnon de Carole Bouquet. Je me souviens que quand elle a vu le film ici, je ne sais plus si c'était une rétrospective Carole Bouquet, enfin je me souviens d'une discussion après Double Messieurs, je sais qu'elle a revu le film comme vous, et quand elle a vu apparaître Jean-Pierre Rassam, elle a poussé un cri, parce qu'elle avait oublié qu'il apparaissait à la fin du... Donc c'est vraiment un hommage de Stévenin à ce grand producteur. Et peut-être à ce type de producteur. Et Godard avait fait ça aussi, il avait acheté une page entière dans l'eBay avec à peu près le même portrait de Rassam. Après sa mort, quoi. Oui. Bon, on s'en va. Oui, on va pas tarder. Oui, je voulais juste savoir si vous aviez une idée de comment Jean-François Stévenin avait vécu la sortie du film, parce que vous avez évoqué les problèmes de distribution. Voilà. Est-ce qu'il était content, pas content, etc. de comment le film a été accueilli, parce qu'il était très bien accueilli par la critique, mais le public, je ne sais pas. Donc, je me souviens pas, mais peut-être Yann. Non, je me souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout parce que les problèmes de distribution, c'était momentané, ils se sont réglés puisqu'il y a eu un autre distributeur qui a fait les choses très bien. Mais je ne sais plus du tout. La réaction critique était bonne, je sais, mais la réception publique, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas dire non plus si ça a été un succès public. Il me semble que... 110 000. Ouais, c'est moyen. C'est moyen. Voilà, est-ce qu'il y avait vraiment un souci d'être aussi, on disait, d'être compris, d'être clair, et comment il a vécu Non. Mais en tout cas, je pense qu'il prenait consciemment le risque d'avoir moins de spectateurs. Enfin, il se rendait bien compte que son mode de narration n'était pas forcément mainstream, même s'il disait, lui, que ce qu'il adorait, c'était les salles pleines. Et en revanche, pour l'avoir lu, la revue de presse de l'époque et voilà, des cahiers au quotidien de la presse française, c'est assez dithyrambique. Et vous, Caroline, vous avez des rapports avec lui? Ah bah oui. Alors, Caroline, des rapports avec Jean-François? Non, mais je veux dire, par ailleurs, quoi, pour des projets de cinéma, où il a fait comme avec nous, il a beaucoup raconté des envies. Moi, je l'ai connu par Yann, en fait, parce que on se connaît depuis très longtemps, depuis Cap Canal, même avant peut-être. Et je pense qu'il m'a engagée simplement pour emmerder Darius Khondji. Ah oui. Parce que plus tard, j'ai rencontré, et j'ai dit à Darius, mais Stévenin m'a demandé de faire la fin du film, tourner ce qu'il y a. Et là, Darius a dit « Oh, c'est bien, sans penser que c'était bien du tout. Et puis, non, moi, j'ai eu ce rapport-là avec lui, et dès qu'on se voyait, il y avait une affection, mais il ne m'a pas raconté le film, ni avant, ni après. Et ton impression, là, quand tu l'as revu aujourd'hui? Je trouve que il y a 3 parties, et je trouve que la dernière partie est extraordinairement poétique. Je suis d'accord avec Yann, qu'il y a quelque chose, homme-femme, est assez rare. Et puis il y a quelque chose en fait assez intime, très intime que fait passer Jean-François avec les femmes. Vous avez remarqué qu'au début, il filme une femme dans le même manteau de fourrure. Et cette femme, c'est sa femme. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il a envie de raconter d'une masculinité différente, qui est assez étonnante et qui est en dessous et qui donne à cette fin quelque chose que moi je trouve vraiment, vraiment belle.
Merci. Monsieur, peut-être ce sera la dernière question. Oui, juste une petite question sur le passe-montagne quand il est parti en Amérique. Il a pas fait ça, il n'y avait pas de sous-titrage en fait sur le film. Parce que je l'avais demandé, je lui ai offert que je fasse le sous-titrage pour lui pour aller à Dublin en 2010-2011. Et il m'a dit peut-être, mais je ne pense pas qu'on a besoin vraiment de sous-titrage. J'avais le sentiment que le sous-titrage allait polluer l'image. Pour Passe-Montagne. Pour Passe-Montagne. Bon, est-ce que je demande à Monsieur Berroyer, est-ce que quand il est parti faire les tournées en Amérique de l'université, est-ce qu'il y avait les sous-titrages pour le film? Oui, c'était sous-titré. Hein. Bah, j'ai jamais vu ça, donc je lui ai demandé, mais il m'a... Je sais qu'il par le truchement d'Edelman, Pierre Edelman. Pierre Edelman, qui est quelqu'un comme ça qu'on voit dans le film. Qui circule dans le cinéma, on voit dans le film. Journaliste qui a interviewé en smoking un peu débraillé comme ça. Il a emmené Jean-François à Los Angeles pour montrer le film à Coppola. Et il a fini par le regarder. Et Steven disait, j'étais très très gêné tout le long parce qu'on est arrivé à Los Angeles. Il y avait plein de problèmes d'argent du côté d'Edelman. Il avait fait des affaires avec un type qui faisait blanchir des blue jeans, une espèce d'usine où il y avait eu une erreur dans le dosage et tout ça. Tous les blue jeans étaient foutus. Ils avaient rétréci. Hein? Oui. Non, il avait fait une ligne de blue jeans. Et c'était même pas pour les enfants, quoi. Oui, enfin, et alors il dit j'étais gêné parce qu'il se comportait un petit peu comme Afonso Edelman, non pas j'exagère, c'est pas du tout le même style, mais enfin il dit je me retrouvais au bar d'une grande patinoire avec lui, on était sur des tabourets et puis il disait c'était un endroit qui était fréquenté aussi par des gens célèbres. Il dit, il y avait, à un moment, on était assis sur le tabouret, il y avait un type pas loin, et Edelman disait, en fait c'était Nicholson, alors il disait, hey, Jack, my friend Jean-François, il a fait un film formidable, etc., etc. Et il dit, je voyais que l'autre se disait, oh là, voilà le casse-pierre. Mais bon, il a fini quand même par pousser Coppola à regarder mon film, qui a dit que c'était bien, mais qu'il n'avait rien eu, aucune... Enfin, je sais pas, il m'a pas donné de détails, quoi, ça avait produit aucun effet. Je pense que Coppola avait dû voir que c'était intéressant, mais que c'était loin d'être commercial, et puis c'est tout. Mais en tout cas, sur cette timidité de Steven, enfin, il ne voulait pas se mettre en avant. Ça, c'est quelque chose qu'il avait. D'ailleurs, on l'entend dans la bande-annonce à la toute fin, quand il dit un petit cas du Jura. Il était toujours étonné d'en être arrivé là, quoi. Il était toujours étonné d'avoir quand même réussi à pénétrer un milieu qui socialement lui était pas destiné. Oui, mais il était très spectateur de ce qu'il vivait. Oui. Il aimait bien être en coulisses. Il était même au restaurant, si on était une dizaine, il restait debout, parlant à l'un et à l'autre, lui prenant une frite dans son assiette, tout ça. Il ne pouvait pas être tout à fait comme tout le monde. Et en même temps, il était fasciné par le film, quoi, c'est tout. Comme l'histoire de sa moto et tout ça. Ou à un moment, dans un avion, on a je ne sais où, il me dit tu te rends compte quand même. Parce que il a vu quelqu'un qui était un peu agacé, qui réclamait des trucs à l'hôtesse. Alors il me dit les gens s'habituent vite au confort, au luxe, et puis
on demande plus. Alors il dit quand tu penses qu'on est en train de boire du champagne dans l'avion, alors que la majorité des gens sont en train de gratter la terre pour se revivre et tout ça. Et il pensait toujours à ça. Oui, parce que bon, on va terminer là-dessus, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas si nombreux dans le cinéma français, enfin je pense. Disons, avec une extraction sociale modeste, qui ne les désigne pas pour le cinéma, et que quand même, par volonté, désir, il y a un sillon qui se creuse, mais des gens comme Piala, comme Eustache, comme Patricia Mazui, comme Truffaut, même d'une certaine manière, viennent de milieux modestes qui ne les destinent pas à ce qu'ils vont finalement accomplir. Et chez Stévenin, il y avait toujours, je trouve, un étonnement et une joie, mais presque d'enfant, d'en être ou d'y être arrivé. Ben, il n'était pas trop préoccupé de politique, par exemple, et puis moi je disais qu'à Cannes, quand il y a eu le grand boom là, en 68, je dis j'étais étonné de voir tous ces gens, cinéastes que j'admirais, qui voulaient tout arrêter, tout ça. Il dit moi j'aurais payé pour faire du cinéma. Il y en a un autre cette année qui faisait la gueule, c'est Miloš Forman, parce qu'il disait qu'ils veulent arrêter le festival de Cannes au nom du communisme, et moi j'en viens de là. Il disait on n'a pas la même expérience. Bref, deux mots encore avant de vous remercier évidemment. Caroline a mentionné Cap Canaille. Je signale que le premier film de Juliette Berthaud et Jean-Henri Roger avec Jean-François Stévenin, auquel a participé Caroline, Image de William Lubchansky, va passer à 18h30 aujourd'hui. Donc si vous voulez le voir ou le découvrir, ça peut être aujourd'hui. Donc c'est Neige. Et puis maintenant, on va, si vous le voulez, retrouver aussi Yann Dedé à la librairie de la Cinémathèque. Il pourra signer entre autres Le point de vue du lapin qui raconte Passe-Montagne, mais aussi les autres ouvrages disponibles. Voilà, merci, un grand merci à vous trois. Merci à vous.